Bonjour, donc je suis Juliette Grison-Curigné, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur en santé mentale. Et je suis accompagnée d'Arnaud Sourti. Voilà, Arnaud Sourti, médecin généraliste et médecin de la douleur. Je travaille au Vinatier et j'aide le centre de la douleur de Saint-Jean-de-Dieu pour la téléexpertise. Oui, je voulais pas qu'il y ait une attaque de panique dans la salle. Le docteur Sourti est bien toujours au Vinatier. Et c'est un temps complémentaire sur notre structure. Alors c'est vrai que la commande initiale était de parler peut-être de la téléexpertise en général, donc je vais en faire un petit mot en introduction, mais c'est vrai qu'on a choisi ensuite de faire le focus sur notre centre douleur. Et la téléexpertise, vous le savez, est en train de se développer pour plusieurs raisons, la pénurie des professionnels de santé, le besoin de monter en compétences et en psychiatrie, la difficulté d'accès à nos structures psychiatriques. À Saint-Jean-de-Dieu, nous avons choisi de développer la téléexpertise dans 3 domaines, et donc on fera ensuite le focus sur l'aspect douleur et santé mentale. Premier domaine, c'est la psychiatrie du sujet âgé. Nous avons une téléexpertise spécialisée dédiée aux EHPAD de notre territoire avec une équipe qui va se mettre en contact régulièrement et qui permet d'éviter les hospitalisations grâce à l'ajustement du traitement, à l'ajustement de la prise en charge. Deuxième point que nous avons développé en téléexpertise, c'est les dispositifs océanides, c'est le nom qu'on leur a donné. En fait, c'est la possibilité pour les médecins généralistes des territoires que nous desservons d'avoir un médecin psychiatre dans les 48 heures pour soumettre une situation clinique et avoir un avis expertal avec une réponse, vous voyez, rapide et qui permet dans beaucoup de cas de se dispenser d'une orientation vers une structure type CMP, CTB, bien sûr. Il y a les situations de crise, d'urgence qui vont être éventuellement réorientées. Donc c'est vraiment intéressant et on commence à en voir, nous, les effets sur nos propres dispositifs ambulatoires. Eh bien, ça va être un petit peu la même chose pour ce qu'on a développé en téléexpertise, douleur et santé mentale. Ah mince, alors j'ai mal... Voilà. Alors, on est aujourd'hui dans un congrès sur la psychiatrie. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de douleur ? Pourtant, vous êtes certainement concernés, soit à titre personnel, soit dans votre exercice professionnel. La douleur est une problématique très fréquente et l'impact de la douleur chronique sur la santé mentale est désormais très bien connu. Si vous avez fait vous-même l'expérience d'une douleur qui s'installe, vous savez que ça commence à déclencher des réactions d'anxiété et pour certains d'altération thymique, voire de dépression. 50% des patients qui ont une douleur chronique qui peut être d'origine somatique vont développer une réaction anxio-dépressive. Donc ça, c'est tout à fait bien connu. De même que nous connaissons les comorbidités avec les addictions. C'est vrai que le développement de la prise excessive de produits antalgiques va être une question fréquente. Et puis, à l'inverse, un certain nombre de pathologies psychiatriques ou de problématiques de santé mentale vont avoir une expression douloureuse. Et c'est très particulièrement vrai de la question du psychotrauma. C'est-à-dire qu'un certain nombre de patients psychotraumatisés vont développer une douleur chronique, quelquefois donc de type fibromyalgique. On a des études, alors je ne vous ai pas repris, je savais qu'on passait en fin de matinée, je m'étais dit, oulala, on ne va pas tout reprendre, il y aura possibilité, je crois, de se voir après et d'interagir s'il y a des questions qui vous intéressent plus spécifiquement. Mais il y a des études qui montrent que jusqu'à 80% des personnes fibromyalgiques ont en fait des antécédents de psychotrauma. Et ça, c'est important. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de ça alors qu'on parle de téléexpertise ? Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'en fait, ce sont des patients qui ont peu accès aux soins psychiques, parce que quand ils vont voir éventuellement un psy ou un psychiatre en parlant de leur douleur, on va dire, écoutez, allez voir un centre de douleur ou votre médecin généraliste, ça ne me concerne pas. Et surtout parce que vous savez que dans le psychotrauma, il y a une problématique de l'évitement, c'est-à-dire notamment pour les traumas complexes de l'enfance, la personne va chercher à éviter
les remémorations traumatiques. Et la douleur va venir, dans un certain nombre de cas, à la place d'eux. Donc le patient, il va chercher des soins du côté de sa douleur physique et pas forcément du côté de sa douleur psychique et de la prise en charge psychique, d'où le fait qu'en intervenant auprès des professionnels de premier recours, notamment par le biais de la téléexpertise, on peut favoriser l'accès aux soins pour ces patients douloureux chroniques, les soins psychiques. Et puis, on peut dire aussi que pour certaines populations, et là, c'est Arnaud qui est bien au fait, puisque tu t'occupes du collectif douleur, et puis tu es médecin algologue, et tu as développé toute une compétence autour de la prise en charge des patients porteurs d'un TSA, et donc leur façon d'exprimer la douleur, et donc la possibilité pour les professionnels de santé de la repérer, effectivement, un enjeu très fort. Donc là aussi, cette problématique de douleur et santé mentale, elle est pour nous plus fréquente qu'il n'y paraît en psychiatrie. Alors, il y a eu beaucoup de progrès dans la formation des professionnels de premier recours et notamment des médecins généralistes qui, depuis les nombreux plans douleur, ont normalement acquis un certain nombre de compétences et n'ont pas forcément besoin, et de même en santé mentale, n'ont pas forcément besoin de nous solliciter. Pourtant, on voit vraiment des situations qui peuvent arriver dans nos centres douleurs ou dans nos CMP extrêmement dégradées. C'est-à-dire que les personnes, en fait, elles ont été dans une errance médicale, elles ont consulté de multiples spécialistes et les traitements, les ordonnances s'allongent, mais sans réel bénéfice pour la santé. On a une iatrogénie, les traitements psychotropes, les traitements antalgiques. Là aussi, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a des potentialisations, des effets secondaires, et donc on voit aussi des stratégies thérapeutiques finalement assez aberrantes se développer. Et puis, il y a la question, on en parlait en introduction, de l'attente, c'est-à-dire que actuellement, dans un centre douleur classique MCO sur Lyon, j'ose même pas vous dire les délais, puisque j'ai encore une patiente qui m'a dit qu'on ne donnait plus de rendez-vous. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Dans notre centre douleur, on essaye de jamais dépasser la barre des 6 mois d'attente, ce qui est déjà extrêmement long. On a, je vous rassure, des coupes-fils pour les patients jeunes, moins de 25 ans, ou jeunes dans l'évolution de leur maladie, mais ça reste quand même un enjeu avec des patients dont la situation se dégrade. J'en arrive donc à la possibilité pour les professionnels, et notamment les médecins traitants, mais aussi les professionnels de santé mentale, qui sont amenés à rencontrer ces patients, de pouvoir bénéficier rapidement d'un conseil spécialisé et d'un avis expertal. Donc, je te donne la parole pour que tu nous dises, parce que c'est toi en pratique qui fais cette activité, puis on pourra revenir après sur quelques questions. Je te laisse gérer les diapos. Alors, en gros, qui est-ce qui appelle jusqu'à présent, les 3 personnages principaux sont les médecins traitants qui ont en charge des patients qui sont passés par une filière psychiatrique et qui n'ont pas forcément besoin d'autres soins puisqu'ils sont plutôt stabilisés, mais ils sont suivis aussi pour des douleurs et pour des adaptations de traitement, pour savoir s'il y a besoin ou pas de faire d'autres examens. En fait, c'est pour rompre l'isolement du médecin traitant qui, lui, va gérer au quotidien des situations un petit peu complexes. Ça permet aussi ensuite de faire un suivi de professionnel à professionnel sur ces stratégies qui ont été mises en place. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça fait une adaptation. Ça ne demande pas tellement de temps, puisque c'est un coup de téléphone ou une visio via mon CISRA en général, qui permet sur une demi-heure, de professionnel à professionnel, d'adapter la stratégie. Et très souvent, ça soulage le praticien de savoir qu'il n'est pas tout seul sur cette situation-là. Ça, c'est les personnes, souvent les premiers qui appellent. Il y a souvent aussi les psychiatres de CMP qui peuvent téléphoner en disant, voilà, moi j'ai une situation de quelqu'un qui ne parle que de sa douleur, mais moi je le suis pour un problème
psychiatrique qui n'est pas stabilisé, et ça m'embête d'avoir à faire un peu une fuite en avant des consultations. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, c'est pas forcément intéressant d'aller multiplier les consultations s'il y a déjà une bonne accroche de soins quelque part, et nous, on va être là juste en soutien et pour conforter, et le cas échéant, de pouvoir en rediscuter avec nos collègues du centre en disant, voilà, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur un patient suivi dans la Drôme, pour lequel l'équipe médicale faisait vraiment tout ce qu'il voulait. On a essayé d'adapter, puis finalement, il va être reçu quand même au centre douleur de Saint-Jean-de-Dieu dans la continuité de ce suivi-là. Mais ce n'est pas pour avoir un rendez-vous plus vite, en fait. Hein. C'est vraiment dans le cadre du suivi des soins. Et puis, ce qui se développe aussi, et moi je trouve ça intéressant, c'est d'aider les infirmières IPA, qui sont quelquefois dans les structures médico-sociales qui reçoivent des personnes avec des TND en particulier, ou des gens avec une grosse déficience intellectuelle, qui se retrouvent toutes seules à gérer les soins parce qu'il n'y a pas de médecin, pour pouvoir aussi les aider dans l'application de protocoles, pour refaire un petit peu un suivi. Alors attention, c'est arrivé quelquefois qu'on confonde téléexpertise et téléconsultation. Ce n'est pas une téléconsultation, c'est une téléexpertise de professionnel à professionnel, avec possibilité d'avoir une réponse dans la semaine. C'est-à-dire qu'on le fait souvent le soir. Moi, je le fais le soir parce que c'est quand les gens ont terminé leur journée de travail, et on va se donner le temps qu'il faut, en fait, et quelquefois plusieurs fois dans la semaine ou plusieurs fois dans le mois, avec un délai de réponse qui ne dépasse jamais une semaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très réactif. Et ensuite, sur des cas un peu complexes, de toute façon, moi j'ai l'équipe de Saint-Jean-de-Dieu avec qui je peux parler et éventuellement approfondir un petit peu les conseils que j'ai pu donner. Alors effectivement, tu soulignais le côté d'être, pour que la téléexpertise réussisse, je dirais qu'il y a deux critères pour moi. Il y a le côté de la disponibilité, notamment auprès des médecins généralistes. Hein. C'est vrai qu'il faut pouvoir travailler sur des horaires où ils vont être facilement accessibles. Donc tu le disais, c'est souvent la fin de journée. Hein. Donc ça, c'est un premier critère. Et puis, je crois, et ça c'est vrai pour toutes les téléexpertises, elle n'a d'intérêt que si elle est inclue dans un dispositif de soins plus large, qu'elle est un maillon d'une palette de graduation des soins. Hein, et qu'elle est pensée dans cet environnement-là pour justement avoir aussi des possibilités de stratégies thérapeutiques adaptatives. Et c'est vrai qu'il y a des situations où, heureusement, on va pouvoir proposer de voir, je dirais, le patient en vrai et se faire notre propre idée. Et puis, je pense que c'est aussi une chance pour pouvoir développer les téléexpertises sur nos territoires. C'est une chance pour le maillage territorial et le travail partenarial. Parce que les professionnels, à travers les conseils qu'on peut donner, nous rencontrent, connaissent mieux notre activité. C'est aussi un enjeu, je dirais, de formation et de montée en compétences. Alors moi, je trouve pour ma part que les médecins généralistes et les professionnels de premier recours sont souvent finalement compétents, mais il y a besoin de réassurance ou d'ajustement ou de leur permettre aussi d'utiliser leur propre savoir auprès des patients et de progresser avec nous. Donc ça, ce travail de réseau partenarial, il est pour moi essentiel quand on connaît nos difficultés d'accès aux soins. Alors je crois que c'était quand même intéressant de dire en pratique, ça veut dire qu'on passe quand même par une messagerie sécurisée. Hein, dans les échanges. Alors ça peut être un peu un frein, mais c'est mon CISRA, parce que mon CISRA, c'est pour nous, alors en Rhône-Alpes, c'est notre outil de messagerie sécurisée. Tous les professionnels de santé ont une adresse mon CISRA, mais on peut dire que par exemple chez les médecins généralistes, l'usage de mon CISRA est plus ou moins développé. Alors j'ai l'impression que sur Lyon même, ça y est, c'est bien implanté. Alors il y a aussi quelquefois des demandes qui sont faites au secrétariat du centre douleur et qui sont rebasculées sur le professionnel qui s'occupe de la téléexpertise. Il y a d'autres centres de la douleur, mais pas en psychiatrie, pas en santé mentale, qui utilisent Omnidoct, par exemple, qui sont un système type Doctolib par rapport à ça, et qui apporte à peu près les mêmes
les mêmes choses. Nous c'est ce qu'on a commencé au début, puis on s'adaptera. Hein. Voilà, en fait, on va suivre un petit peu. C'est vrai qu'on a quand même laissé la possibilité aux professionnels d'appeler ce secrétariat pour pas décourager ceux que l'usage de Monsistra rebuterait. Donc ça a été une façon d'éviter d'avoir trop de pertes en ligne. On va aussi, nous, on a un staff hebdomadaire qui nous permet d'examiner toutes les nouvelles demandes de soins. On a environ une douzaine de nouvelles demandes par semaine de soins pour notre centre douleur en santé mentale. Et donc, on va aussi se permettre de réorienter sur la téléexpertise les situations qui nous paraissent pouvoir être gérées justement de façon plus distante, pour là aussi préserver notre liste et notre délai d'attente. Donc c'est là où je disais l'intérêt que ça s'intègre quand même dans un dispositif de soins. Peut-être que c'était important de vous dire, si vous vous lancez dans la téléexpertise, qu'il y a des règles à respecter, notamment en termes de confidentialité et de tenue du dossier médical. Avant tout, le patient, alors ça vous est peut-être évident, mais je pense qu'il faut le rappeler, doit être informé qu'il va y avoir une téléexpertise à son sujet. C'est-à-dire que le médecin, par exemple, si c'est un médecin généraliste qui nous contacte, il faut que le médecin ait informé le patient. Et le patient doit être informé qu'on va ouvrir un dossier. C'est-à-dire que nous, on ouvre à Saint-Jean-de-Dieu un dossier. Donc on a un onglet spécial téléexpertise. Mais voilà, c'est un dossier médical qui est ouvert. On a fait on a vu que c'était possible, même en termes d'identito-vigilance, enfin, etc. Mais voilà, il y a aussi toute cette question-là à bien respecter si on se lance. On ne peut pas juste dire, voilà, vous m'appelez et puis vous me donnez quelques éléments sur le patient. Et donc, on est bien dans l'obligation, comme je dirais une consultation, de tracer un certain nombre d'éléments. Toi, ensuite, tu traces... Après, on fait un compte-rendu qu'on envoie aux professionnels pour qu'il y ait une traçabilité et qui va servir pour la suite s'il y a des suites qui sont données. Voilà, donc c'est vraiment... ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la consultation, on ne voit pas le patient, mais l'objectif, au fond, est le même. Et donc, la question de la traçabilité permet de s'inscrire dans le parcours de soins du patient. Ça permet aussi aux professionnels de nous recontacter, même à distance de cet avis, pour qu'on soit effectivement dans une logique de parcours. Et c'est vrai que ça permet d'éviter cette errance médicale qui est le propre des patients douloureux chroniques, mais aussi toute la question des perdus de vue, qui est une question très importante dans l'accès aux soins en psychiatrie, avec des patients qu'on a du mal à inscrire dans un parcours de soins cohérent. Voilà ce qu'on pouvait vous dire très rapidement sur notre expérience de téléexpertise. Je ne sais pas si vous avez des questions et on vous remercie en tout cas de votre attention. Merci à vous d'être fait cette présentation.